Il aura suffi d'un battement d'aiguille, une simple rotation du cadran pour que la France réalise l'ampleur de la farce. Son ministère de l'Intérieur était entre les mains d'un Judas en costume 3 pièces. En l'espace de 24 petites heures, le rideau s'est levé sur le théâtre d'une trahison méticuleusement orchestrée par Bruno Retailleau, juste avant que Sébastien Lenu, encore persuadé d'œuvrer loyalement pour la République, ne dévoile le poteau rose en direct mondial. Ce jour-là, la démocratie française a été secouée dans ses fondations par un scénario qu'on aurait cru trop extravagant pour une série politique. Et pourtant, une opération de sabotage, concoctée au sommet de l'État, a failli pulvériser le cœur même des institutions. Rien ne laissait présager un tel chaos ce matin du 15 décembre 2000. Ni le CNU, convaincu de servir l'intérêt général, ni les hautes sphères de l'Élysée, persuadés d'avoir verrouillé chaque recoin du pouvoir. Et encore moins Retailleau, trop sûr de son coup, qui ne savait pas qu'il venait de tirer la goupille d'une grenade sous ses propres pieds. Remontons 3 semaines en arrière. Loin du tumulte médiatique, derrière les murs capitonnés du ministère de l'Intérieur, un rendez-vous imprévu allait sceller le destin de la République. Bruno Retailleau, alors ministre, recevait un visiteur sorti tout droit de l'ombre. Un homme tiré à 4 épingles, regard d'acier et costume aussi sombre que ses intentions. Il se présentait simplement comme Monsieur Laurent. Mais derrière ce nom banal se cachait une légende des services secrets, désormais passé maître dans l'art de manipuler les coulisses politiques pour le compte du Rassemblement national. Installé avec assurance dans le fauteuil en cuir face à Retailleau, il attaqua d'un ton aussi calme que redoutable. « Monsieur le ministre, vous étouffez ici, non? Ce poste, cette équipe, ce gouvernement mollasson, ce n'est pas pour vous. » Puis, presque théâtralement, il ouvrit sa mallette et en extirpa un dossier aussi épais que compromettant. Votre carrière a été analysée sous toutes les coutures. Vos discours passés, vos coups d'éclat, vos silences. Vous êtes un homme à ambition, un homme fait pour autre chose que ce cirque centriste. Retailleau avait feuilleté les pages avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Ligne après ligne, le dossier retraçait ses votes, ses discours, ses renoncements, mais aussi ce qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute. Ses rêves, ses frustrations, ses appétits de pouvoir. Ce qui le frappa le plus, ce n'était pas la précision des faits, mais la justesse psychologique. Le RN semblait lire en lui comme dans un livre ouvert. « Très bien. Que cherchez-vous réellement ?» lança-t-il sur la défensive. Un sourire discret étira les lèvres de Laurent. « Nous souhaitons vous faire une proposition capable de redessiner totalement votre destin politique. » Le message était limpide. Le Rassemblement national se tenait prêt à le porter jusqu'au sommet. Argent pour la campagne, armée médiatique, réseaux locaux, soutien stratégique. Chaque pièce du puzzle était déjà posée pour le transformer en prétendant sérieux à la magistrature suprême. Mieux encore, leurs équipes travaillaient depuis des semaines à cartographier les terres électorales favorables, repérer les alliances exploitables et dresser la liste des points faibles de ses futurs concurrents. 15% dès le premier tour, annonça Laurent avec calme. Et avec notre machine, le second tour devient une option crédible. Imaginez, vous, à l'Élysée, en l'an 2000. L'appât était irrésistible. Depuis toujours, Retailleau nourrissait ce fantasme, tout en sachant qu'il resterait inaccessible sous la bannière actuelle. Le RN, lui offrait l'impensable, une véritable porte d'entrée vers le pouvoir absolu. « Bien sûr, » ajouta Laurent, « chaque faveur a son prix. Nous attendons de vous un acte décisif, frappé au cœur même du gouvernement. » Retailleau se redressa brusquement. « Vous me demandez d'abattre le premier ministre ?» Sans se départir de son calme, Laurent déroula un scénario d'une précision glaçante. Grâce à ses fonctions, Retailleau montrait un dossier contre l'ONU. Un faux chef-d'œuvre d'ingénierie politique. Accusations de corruption, argent venu d'Asie, marché d'armement truqué, preuves fabriquées de toutes pièces. Comptes fantômes, factures inventées, témoins achetés. Une mécanique parfaitement huilée, destinée à pulvériser le CNU et à l'enterrer politiquement pour de bon. « Le bal est déjà lancé », avait déclaré Laurent en tirant un nouveau dossier de sa mallette, soigneusement étiqueté.
Il l'ouvrit d'un geste précis, comme un prestidigitateur révélant son tour. Voici la liste des sociétés chinoises que nous allons appliquer dans l'affaire. Là, les montants exacts des soi-disant pots de vin. Et ici, les scènes clés de nos fausses rencontres. Hôtel discret, enveloppe remise, dialogue fabriqué. Chaque page transpirait le sang-froid d'un professionnel de l'ombre. Le degré de détail était presque dérangeant. Les montants, les lieux, les dates, tout avait été calibré à la virgule près pour sonner authentique. Même les questions des journalistes étaient anticipées, avec des réponses sur mesure que Retillot n'aurait plus qu'à réciter. « L'opération portera le nom de Dragon Rouge », annonça Laurent d'un ton satisfait. Un nom qui sent à la fois la Chine et le danger. Idéal pour frapper les esprits et faire vibrer les chaînes d'infos. Retillot, malgré sa méfiance, ne put s'empêcher d'être impressionné. Le plan n'avait rien d'un bricolage de débutant. C'était du grand art, un chef-d'œuvre de manipulation taillé dans la froideur des services de renseignement. « Et si je refuse ?» murmura-t-il enfin, bien qu'au fond de lui, il savait que l'issue ne lui appartenait plus. Laurent, imperturbable, sortit une dernière enveloppe, plus fine mais bien plus tranchante. « Ce dossier-ci, reprit-il, contient des éléments concernant vos petites affaires immobilières dans votre région natale. Rien de glorieux, mais largement suffisant pour faire les délices de la presse à scandale ou des juges d'instruction. À l'intérieur, des clichés montrent un Retillot recevant discrètement des enveloppes, des relevés de comptes offshore et des témoignages de promoteurs trop contents de balancer. Un piège parfait. Vous avez 2 jours. Ensuite, soit vous montez à bord et on vous ouvre les portes du pouvoir, soit vous vous retrouvez coincé dans les geôles de votre propre passé. À vous de choisir. Cette nuit-là, Bruno Retillot fixa le plafond de son bureau jusqu'à l'aube, son avenir suspendu entre 2 abîmes. La gloire présidentielle ou la chute infamante. Au lever du jour, sa décision était prise. Il vendrait son âme pour une promesse de trône. Il choisit la trahison. 3 semaines durant, Retillot n'avait laissé aucune place au hasard. Chaque heure, chaque contact, chaque ordre servait un objectif unique. Bâtir une machine capable d'écraser l'ONU. À la tête du ministère de l'Intérieur, il disposait d'un arsenal humain et logistique colossal qu'il détourna sans scrupule pour façonner un acte d'accusation sur mesure. La première pierre de l'édifice fut financière. Grâce à une société informatique tenue par un proche du RN, de faux flux bancaires furent générés, imitant à la perfection des circuits internationaux. Sur ces documents truqués, l'ECNU apparaissait comme le bénéficiaire de 2,8 millions d'euros venus de groupes chinois entre 2018 et 2023. Tout semblait propre, net, traçable et totalement inventé. Puis vint l'étape la plus sombre, fabriquer des voix accusatrices. Retillot fouilla dans le passé de l'ECNU et repéra 3 anciens membres de son entourage, tous porteurs de rancœur et de fragilités exploitables. Il n'eut qu'à appuyer là où ça faisait mal. Jean-Marc Durand, ex-conseiller technique, croulait sous les dettes depuis un divorce désastreux. On lui promit un demi-million d'euros et un fauteuil de directeur dans une entreprise publique une fois Retillot aux commandes. Sophie Bernstein, ancienne responsable de la communication, voyait le fisc se rapprocher dangereusement. En échange d'un témoignage accusant l'ENU d'avoir étouffé des enquêtes gênantes, on lui offrit effacement de dettes et protection judiciaire. Patrick Morel, ancien chauffeur, risquait une lourde condamnation pour violence conjugale. Retillot lui proposa un non-lieu discret et un emploi fictif très confortable contre un récit détaillé de voyages secrets de l'ONU à l'étranger pour rencontrer ses supposés bailleurs chinois. Chaque témoin fut coaché au millimètre par les équipes de Laurent. Mots-clés, intonation, silence, tout était répété jusqu'à devenir réflexe. Leurs histoires furent alignées, verrouillées, harmonisées. Une véritable opération de conditionnement mental. 3e étage de la fusée, les faux papiers. Des spécialistes du faux créèrent autorisation d'exportation, ordre de mission, notes de frais, tampons et signatures. Une forêt de documents destinés à donner un vernis administratif à la fable. Mais le coup de maître se jouait ailleurs. En amont, une vague numérique massive fut déclenchée. Des milliers de comptes anonymes envahirent les réseaux sociaux, semant méthodiquement des rumeurs.
Fortune cachée, train de vie extravagant, palace, jet privé, mécènes asiatiques. Objectif? Préparer les esprits. Quand le scandale éclaterait, les Français n'auraient pas l'impression de découvrir un mensonge, mais de voir enfin confirmer ce qu'on leur murmurait depuis des semaines. Le but de la manœuvre était clair. Conditionner les esprits. En diffusant lentement des rumeurs, des soupçons, des demi-vérités, Retillot espérait que le scandale, lorsqu'il éclaterait, soit accueilli non pas avec stupéfaction, mais avec un hochement de tête résigné. On s'en doutait. Voilà ce qu'il voulait entendre. Mais pendant qu'il tissait sa toile, un regard silencieux le suivait dans l'ombre. Un regard perçant, implacable. Celui de Marie Gauthier. Directrice adjointe de la DGSI, 52 ans, peu connue du grand public, mais redoutée dans tous les couloirs du renseignement intérieur, elle avait l'habitude de flairer les menaces avant qu'elles ne deviennent des bombes. Tout avait commencé par des anomalies techniques. Des accès étranges à des fichiers ultra-sensibles, des demandes de données sans justification, des recherches sur des entreprises chinoises totalement hors périmètre. Puis des choses plus concrètes. Des réunions confidentielles organisées en dehors de tout cadre officiel, des allées et venues tard dans la nuit, des fonctionnaires du ministère qui se comportaient comme des agents doubles. L'alerte avait été donnée, et Gauthier, méthodique, avait commencé à tout consigner. Lors d'un briefing nocturne, elle confia à son bras droit, le commandant Pierre Roussel, « Il y a un truc qui cloche. Rien de ce que Retillot fouille n'a le moindre lien avec les attributions classiques du ministère. » Et surtout, pourquoi cette obsession soudaine pour les comptes privés de Lecornu? Face à l'étrangeté croissante des agissements de Retillot, Marie Gauthier avait pris une décision aussi audacieuse que dangereuse. Lancer une surveillance clandestine sur un ministre en exercice. Un geste rare, presque impensable en démocratie. Mais elle sentait que quelque chose de sérieux se tramait derrière les murs du pouvoir. Sans alerter quiconque, elle mobilisa ses meilleurs éléments. En une nuit, des micros furent discrètement installés dans le bureau ministériel. Les lignes téléphoniques de Retillot furent placées sous écoute, grâce à un feu vert exceptionnel du Premier ministre, obtenu sans qu'elle n'ait à dévoiler tous ses soupçons. Des équipes en civil suivirent ses moindres mouvements, et les résultats dépassèrent tout ce qu'elle redoutait. Les écoutes révélèrent une vérité saisissante. Retillot échangeait régulièrement avec un certain Laurent, l'homme de l'ombre du RN. Plusieurs fois par semaine, il communiquait via des portables cryptés, constamment renouvelés. Le rendez-vous était soigneusement orchestré dans des lieux impossibles à surveiller sans expérience. Parking sombre, petits restos perdus en banlieue, appartements anonymes. Dans une conversation du 8 décembre, captée par les agents de Gauthier, Retillot annonce avec assurance « Le plan Dragon Rouge avance comme prévu. Les faux dossiers seront finalisés d'ici la semaine prochaine. Mes témoins sont prêts, briefés, arrosés. Dès que vous validez, on dégaine. » Et la réponse de Laurent, glaciale de cynisme « Excellent. Marine veut que Lecornu sonde avant la campagne. Il faut qu'il soit carbonisé politiquement. Les sondages le placent trop haut. Il devient un vrai caillou dans notre chaussure. » Chaque échange capté par les micros était retranscrit à la virgule près par les agents de Gauthier. Et à chaque nouvel enregistrement, la situation devenait plus accablante. Plus elle écoutait, plus le puzzle prenait forme, et plus le mot « trahison » cessait d'être une hypothèse pour devenir une certitude. Alors, en silence, Marie Gauthier bâtissait un contre-dossier explosif. Clichés volés des rendez-vous secrets, bandes audio au dialogue incriminant, preuves accablantes de montages administratifs frauduleux. Elle n'en parlait à personne. Pas encore. Mais elle savait que l'heure approchait. Le 14 décembre, à la nuit tombée, elle prit une décision qui pouvait lui coûter sa carrière, voire sa liberté. Avertir directement le premier ministre. À 23 heures tapantes, alors que Lecornu bouclait sa journée dans le calme feutré de Matignon, son téléphone sécurisé vibra. « Monsieur le Premier ministre, ici Marie Gauthier, DGSI. Je dois vous rencontrer immédiatement. C'est une question de sécurité nationale. » 60 minutes plus tard, elle était là, face à lui. Entre eux, sur la table, un épais dossier rouge estampillé « Secret défense ». Elle prit une inspiration lente. Puis, d'un ton grave,
Ce que je vais vous confier va dépasser tout ce que vous avez pu imaginer. Votre propre ministre de l'Intérieur prépare un coup d'État administratif contre vous. Le cornu était resté figé, les yeux écarquillés comme si on venait de lui annoncer qu'un missile visait Matignon. Un coup d'État? Vous êtes sérieuse? Marie Gauthier n'avait pas répondu. Elle avait simplement ouvert le dossier rouge et, avec une précision clinique, déployé l'ensemble du puzzle. Cliché de réunion clandestine entre Retailleau et Laurent. Extrait audio où les mots trahison et manipulation se succédaient sans filtre. Copie de faux documents méticuleusement conçus pour le détruire. Cela fait 3 semaines que Bruno Retailleau joue pour l'équipe du Rassemblement national. Et demain matin, il comptait faire tomber votre gouvernement avec un dossier intégralement fabriqué. Tout est faux, tout est monté, mais tout a l'air crédible. Le premier ministre n'arrivait pas à y croire. Il passait d'un document à l'autre, l'air abasourdi, découvrant l'ampleur de ce complot silencieux. Pot de vin imaginaire venu de Chine, témoin payé pour mentir, pièce à conviction sortie de nulle part. Et le tout orchestré depuis son propre ministère. Pourquoi une machination aussi grotesque, balbutia-t-il. Marie Gauthier lui répondit sans détour. « Parce que vous êtes un caillou dans leur rouage. Votre droiture, votre popularité, votre refus de pactiser avec les extrêmes, tout cela fait de vous un obstacle trop gênant. Ils veulent vous faire sauter pour placer leurs pions à votre place. » Le choc fut brutal. Le cornu venait d'encaisser l'impensable. L'un de ses proches collaborateurs, un homme à qui il avait accordé sa confiance sans réserve, jouait double jeu depuis des semaines et avec l'adversaire le plus radical de la République. « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» souffla-t-il abasourdi. Pour la première fois depuis le début de l'entretien, un mince sourire se dessina sur les lèvres de Marie Gauthier. « Frappez le premier, avant qu'il ne dégaine son mensonge, vous révélerez sa trahison. » Le plan qu'elle esquissa était aussi risqué que brillant. Retourner l'attaque, prendre les rênes du récit, couper l'herbe sous le pied de Retailleau et l'exposer en plein jour. Pas de fuite, pas de démenti tardif. Un coup de théâtre en direct, devant micro et caméra. Cette nuit-là, le cornu ne dormit pas. Ce fut la nuit la plus longue, la plus lourde de sa vie politique. Entouré d'un petit cercle d'agents de la DGSI triés sur le volet et guidé par la discrétion sans faille de Gauthier, il orchestrait l'opération la plus périlleuse de toute sa carrière. Dévoiler en pleine lumière, à la face de la nation, qu'un ministre de la République avait vendu son âme et presque vendu la République avec. C'est dans l'un des bunkers sécurisés de Matignon que l'opération fut enclenchée. Marie Gauthier n'était pas venue seule. Elle avait réuni une équipe de choc. À ses côtés, le commandant Pierre Roussel pour verrouiller la légalité, la capitaine Sarah Chen pour démonter les manipulations numériques et Julien Marchand, expert du renseignement, pour cartographier le réseau souterrain du RN. Zéro faille, zéro approximation, insistait Marie. Il faut que chaque preuve soit bétonnée, chaque témoin recoupé, chaque ligne juridiquement inattaquable. Retailleau va tenter de nous faire tomber sur un vice de forme. On ne lui laissera aucune ouverture. Sarah Chen, concentrée derrière son écran, faisait parler les métadonnées. « Regardez ça », disait-elle en zoomant sur un document. « Ce contrat chinois a été généré sur un PC français il y a à peine 7 jours. Et devinez quoi? On a retrouvé l'IP de la machine. » Pendant ce temps, Roussel vérifiait méthodiquement la traçabilité juridique de chaque élément. « Tout est clean. Les écoutes sont dûment autorisées, les filatures enregistrées, les témoignages recevables. Il n'aura rien pour contester. » De son côté, Julien Marchand reliait les points d'une carte d'influence tentaculaire. Retailleau n'est qu'à la tête visible. On a déjà repéré au moins 15 hauts fonctionnaires dans le collimateur, tous en lien direct ou indirect avec leurs cellules. C'est une toile, et elle est dense. Toute la nuit, l'équipe a œuvré comme une cellule de crise en pleine guerre froide. Au lever du jour, 300 pages de preuves blindées étaient prêtes à être rendues publiques. Entre photos, enregistrements, documents truqués démontés, témoignages de complices repentis, rien ne manquait. À 5 heures du matin, Marie s'adressa au premier ministre, le regard ferme. « Monsieur, ce dossier est une bombe.
Une fois que vous l'ouvrez, il n'y aura plus de retour possible. Le cornu la fixa, conscient du prix de ce qu'il allait faire. « Marie, sans vous, la République aurait basculé sans même s'en apercevoir. Alors on le fait. Pour la démocratie. » À 6 heures pile, il était prêt. Une conférence de presse fut convoquée pour 10 heures. Officiellement, un point sur la sécurité intérieure. Officieusement, un séisme. Et pour boucler le piège, le cornu appela lui-même Retailleau avec une voix grave, empreinte d'une inquiétude savamment dosée. « Bruno, j'aurai besoin de votre présence à mes côtés pour cette conférence. J'ai entre les mains des informations très préoccupantes concernant la sécurité nationale. Votre connaissance du ministère pourrait être déterminante. » La voix de Le Cornu était grave, mesurée, mais derrière ces mots pesés se cachait un piège méticuleusement tendu. De l'autre côté du fil, Retailleau ne flairait rien, bien au contraire. Il y vit une aubaine, une rampe de lancement dorée pour frapper fort et publiquement. « Excellente idée, Sébastien », lança-t-il, le ton chargé d'un enthousiasme mal dissimulé. « J'en profiterai pour apporter quelques documents brûlants, fraîchement finalisés par mes équipes. Cette conférence, croyez-moi, marquera un tournant. » Il raccrocha, le sourire aux lèvres, déjà en train de se projeter en maître de Matignon. Dans son esprit, le compte à rebours avait commencé. Dans quelques heures, il allait anéantir Le Cornu en place publique. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Aussitôt, il composa le numéro de Laurent. « C'est parfait, triompha-t-il. Le Cornu me déroule le tapis rouge pour l'achever en direct. Un vrai cadeau du ciel. » « Ne vous emballez pas, le coupa Laurent d'un ton plus inquiet. Vous le sous-estimez. Cet homme n'est pas arrivé là par hasard. Ne déviez pas du plan, Bruno. Surtout pas maintenant. » « Détendez-vous, rétorqua Retailleau, suffisant. D'ici 3 heures, il sera politiquement mort. Et moi, je m'installerai dans son fauteuil. Marine pourra déjà sabrer le champagne pour 2027. Dans les entrailles feutrées de Matignon, pendant que le compte à rebours s'accélérait, l'équipe de Marie Gauthier réglait les derniers détails de l'opération. Chaque agent connaissait son poste, chaque angle était couvert. Des civils discrètement positionnés dans la salle de presse, des équipes à l'extérieur prêtes à verrouiller toute tentative de fuite. Les techniciens testaient une dernière fois les systèmes de projection. Les preuves, une fois lancées, s'afficheraient en plein écran devant un parterre de journalistes médusés. Tout avait été planifié au millimètre. À 9 heures, dans l'oreillette du premier ministre, la voix calme de Marie Gauthier résonna. « Monsieur le Premier ministre, tous nos dispositifs sont en place. Si Retailleau tente le moindre faux pas, fuite, destruction de preuves, agitation, nos équipes interviendront immédiatement. » Le Cornu acquiesça sans mot dire. Il sentait le poids de l'instant, comme si l'histoire elle-même l'observait. Ce jour-là, il allait jouer sa réputation et peut-être l'avenir de la République. À 10 heures pile, il entra dans la salle de presse. Derrière lui, Bruno Retailleau, plus sûr de lui que jamais, affichait un sourire d'homme déjà vainqueur. Sous le bras, une mallette en cuir noir contenant ce qu'il croyait être une bombe politique. Il s'imaginait déjà au sommet. Dans quelques minutes, selon lui, le Cornu serait politiquement exécuté et lui s'avancerait triomphalement vers Matignon. Mais il ignorait que le piège s'était refermé sur lui. La salle était en ébullition. Des dizaines de journalistes français et internationaux prêts à tout capter. Caméras braquées, flashs crépitants, regards suspendus. Discrètement, Retailleau ouvrit sa mallette pour la dernière fois. Tout y était. Virements bancaires fictifs, témoignages cousus de fil blanc, documents falsifiés et un discours rédigé avec soin censé faire tomber le Cornu comme un vulgaire escroc. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que c'était lui qui allait tomber. D'un pas lent et mesuré, le Cornu s'était approché du pupitre. Il y posa une chemise rouge frappée d'un « confidentiel » qui semblait irradier le silence pesant de la salle. Il leva les yeux, balaya l'assemblée de journalistes français et internationaux, puis prit une profonde inspiration. Son visage, fermé, grave, portait le poids d'un homme prêt à lâcher une vérité capable d'ébranler tout un pays. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il d'un ton posé mais chargé d'intensité.
Ce que je m'apprête à vous dévoiler n'est pas simplement une affaire d'État. C'est une question vitale pour la survie de nos institutions démocratiques. Au premier rang, Retillo souriait encore, sûr de lui. Dans sa tête, tout était joué. Le cornu allait annoncer sa démission, laissant le champ libre à sa révélation soigneusement préparée. Il se répétait déjà les phrases feintes d'émotion qu'il lirait ensuite à la nation. Mais ce que le cornu annonça coupa net sa respiration. « Hier soir, poursuivit-il, j'ai découvert qu'un membre de mon propre gouvernement collaborait secrètement avec une organisation politique extrémiste dans le but de renverser la République de l'intérieur. » Et là, le masque de Retillo se fissura. Le cornu ouvrit la chemise rouge. Une première image en sortit. Il la présenta face aux caméras. « Voici Bruno Retillo, ministre de l'Intérieur, photographié aux côtés d'un émissaire de Marine Le Pen dans un restaurant parisien le 24 novembre dernier. » Le teint de Retillo vira au gris. « Et voici, ajouta le cornu en brandissant un deuxième document, l'enregistrement audio de leur échange, dans lequel M. Retillo accepte de saboter mon gouvernement en échange du soutien du Rassemblement national. » L'enregistrement fut lancé. Dans la salle, c'était le choc. On entendait sans ambiguïté la voix de Retillo, complotant, planifiant, promettant de truquer des preuves. Les journalistes, stupéfaits, prenaient note à toute vitesse. Les caméras pivotèrent toutes vers Retillo, pétrifié. Et ce ne fut que le début. Pendant 20 minutes, implacable et méthodique, le cornu dévoila les éléments à charge un à un. Photos, audio, documents falsifiés, témoignages achetés, faux virements bancaires. Tout passait à l'écran géant dans un déluge de révélations chirurgicales. Une autopsie publique de la trahison. Passons maintenant à ce document officiel censé venir de Chine, déclara le cornu en désignant l'écran derrière lui. Regardez bien les métadonnées. Il a été généré ici, en France, le 3 décembre, sur un ordinateur du ministère de l'Intérieur. La salle retenait son souffle. Même les journalistes les plus aguerris griffonnaient frénétiquement dans leurs carnets, conscients d'assister à un moment historique. Un scandale politique d'une ampleur rarissime sous la Ve République. « Et maintenant, ajouta-t-il en brandissant une nouvelle pièce, voici les virements bancaires prouvant que M. Retillo a versé 500 000 € à Jean-Marc Durand, 300 000 à Sophie Berstein, 200 000 à Patrick Morel. Tous payés pour mentir, pour me salir, pour participer à cette mise en scène. » Retillo blêmissait. Chaque révélation était un coup de massue qui éparpillait un peu plus sa stratégie méthodiquement montée. Comment le cornu avait-il réussi à remonter un plan aussi complexe? Comment avait-il découvert tout? Puis, le premier ministre se tourna vers lui. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'une colère froide, contenue, implacable. Ce que vous avez fait, c'est transformer un ministère républicain en agence de désinformation au service d'une idéologie extrémiste. Vous avez détourné l'argent public, manipulé les institutions, trahi la confiance de la nation pour fabriquer un dossier entièrement faux contre le chef du gouvernement. Un silence d'église régnait. Seuls les déclics d'appareils photo et le frottement rapide des stylos troublaient l'atmosphère figée. Retillo, lui, avait pris 10 ans en 20 minutes. En conséquence, déclara le cornu d'un ton ferme, j'annonce la destitution immédiate de Bruno Retillo de ses fonctions au sein du gouvernement. Et je demande au procureur de la République d'ouvrir sans délai une enquête pour haute trahison et collusion avec l'ennemi. Retillo tenta un geste, un mot, un sursaut de défense. Sa voix se brisa. « Monsieur le Premier ministre, c'est une incompréhension totale, un montage grotesque. » Le cornu lui coupa la parole, sec et net. « Non, monsieur Retillo. Ce que nous avons, ce sont 127 heures d'enregistrement de vos échanges avec le Rassemblement national. Des preuves bancaires de vos paiements à des fonctionnaires. Et des témoignages de ceux que vous avez manipulés. Ce n'est pas une erreur. C'est une trahison. » À cet instant précis, 2 hommes en costume s'approchèrent lentement de Retillo. Marie Gauthier venait de donner le signal depuis la salle de contrôle. « Monsieur Retillo, » murmura l'un d'eux en lui tendant une carte d'identification. « DGSI. Veuillez nous suivre. »
Il balaya la salle du regard, cherchant désespérément une issue, un regard complice, un dernier espoir. Mais il ne trouva rien. En quelques minutes, il était passé du statut de ministre puissant à celui de traître arrêté, en direct, devant toute la France. Les caméras n'avaient pas manqué une miette. Chaque plan de Bruno Retailleau, escorté hors de la salle, menottes au poignet, visage ravagé, mallette abandonnée à ses pieds comme une relique d'un plan avorté, avait été capté, rediffusé, disséqué. En quelques heures, ces images faisaient la une des télévisions du monde entier. L'impact fut immédiat, d'une violence fulgurante. À peine l'écho du mot « trahison » avait-il fini de résonner dans la salle de presse que le parquet national antiterroriste lançait une procédure. Chef d'accusation, collusion avec l'ennemi et atteinte à la sécurité de l'État. Retailleau, quant à lui, était mis en garde à vue dans l'après-midi, sous haute surveillance. Même Marine Le Pen ne put échapper à la tornade. Les bandes sonores étaient sans équivoque. Elle était informée, impliquée, et elle avait validé le complot contre le Cornu. Une première dans les annales de la Ve République, une chef de l'opposition poursuivie pour tentative de renversement de l'ordre républicain. Le séisme secoua bien au-delà des frontières françaises. Dans toutes les rédactions européennes, un seul mot revenait en boucle. Complot fasciste déjoué. L'Union européenne, elle, ne tarda pas à manifester son appui total au gouvernement de Paris, saluant sa résilience démocratique. Mais le vrai séisme, ce ne fut pas dans les palais de justice ou les salons ministériels. Il vint de la rue. Quelques heures à peine après la déflagration médiatique, la France se couvrait de cortèges spontanés. Partout, à Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, des citoyens s'étaient levés pour dire leur gratitude. « Bravo le Cornu! Vive la République !» criait-il, pancarte en main et poing levé. En une journée, les courbes des instituts de sondage viraient au vert fluo. Plus 30 points de confiance, un record. Le pays entier saluait non seulement son sang-froid, mais son courage de s'être dressé contre l'obscurité politique avec une rigueur implacable. 6 mois plus tard, dans une salle d'audience bondée, la France retenait son souffle. La sentence fut sans appel. Bruno Retailleau, ex-ministre de l'Intérieur, 15 années derrière les barreaux pour conspiration avec une force hostile et atteinte à la sécurité de l'État. Marine Le Pen, elle, se voyait interdire toute fonction élective pendant une décennie. Un séisme dans l'extrême droite française. Pendant ce temps, le Cornu devenait une figure légendaire. Son nom rejoignait la fresque républicaine, gravée aux côtés des sauveurs de la nation. Quand on le questionnait sur l'origine de son audace, il ne fanfaronnait pas. Il répondait sobrement, le regard droit. « J'ai fait ce que n'importe quel républicain aurait dû faire. Quand on découvre une taupe dans la maison, on ne débat pas. On l'expose à la lumière. » Les historiens, eux, avaient trouvé une formule. Le jour le Cornu. Une date, un symbole, une fracture. Ce moment où un homme a dit non à la compromission, non à l'extrême droite et non à l'effondrement moral. Ironie tragique du destin, Retailleau, qui rêvait de détrôner son premier ministre avec des mensonges ficelés, s'était lui-même pris au piège de sa duplicité. En 24 heures, le stratège était devenu la cible, le manipulateur devenait inculpé et la République, elle, reprenait son souffle. Ce jour-là, Sébastien Lecornu n'avait pas simplement contrecarré un complot. Il avait écrit l'un des chapitres les plus intenses de l'histoire politique contemporaine.